Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice, et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. C'est l'heure du sonneur. Alors, le harcèlement à l'école, le sujet qui a malheureusement marqué cette rentrée après le suicide de Nicolas, qui était harcelé dans son lycée à Poissy. La réponse du rectorat, rappelez-vous, face à l'alerte des parents dans un courrier qui évoque quand même des poursuites judiciaires donc contre ses parents pour dénonciation calomnieuse, avait de quoi interroger. Et cela d'autant plus que l'académie concernée n'est autre que l'académie de Versailles, la même qui, je le rappelle, quelques années plus tôt, n'avait pas su prendre en compte les alertes du professeur Samuel Paty. Il y a 2 jours donc, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a promis un électrochoc à tous les niveaux dans cette lutte contre le harcèlement scolaire. Le jour même, un collégien de 14 ans a été arrêté en plein cours à Alfortville. L'électrochoc a été bien annoncé, il a été marqué le jour même, après avoir proféré des menaces graves auprès d'un autre élève. Alors, ce sera le sujet aujourd'hui de notre débat et de notre rencontre police-justice. Comment sont gérées finalement ces alertes harcèlement contre les professeurs ? On parle de Samuel Paty, et contre les élèves. On parle de ce Nicolas et puis de cet élève d'Alfortville. Les réponses scolaires et policières sont-elles vraiment adaptées ? C'est la question qu'a posée à nos 2 chroniqueurs que je suis très heureuse de retrouver. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien policier, auteur de ce livre « L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale » chez Éditions Talma. Et puis « Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie » Éditions Talma également. Et nous sommes avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Clémence. Avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre très important également, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Peut-être je vais commencer avec vous, Régis de Castelnau, puisque c'est vous qui avez proposé ce sujet du harcèlement, de revenir sur ce harcèlement et puis le lien également avec Samuel Paty. Alors, comment lutter contre le harcèlement scolaire, qui est un phénomène du fait également de l'extension des réseaux, qui est un phénomène très difficile à appréhender, contre lequel il est très difficile de lutter. Encore faut-il qu'on ait la volonté de lutter contre ce harcèlement scolaire. Je ne suis pas quelqu'un qui va proposer des solutions toutes faites, sûrement pas. En revanche, ce qui s'est produit à Versailles, est une leçon de choses du fonctionnement du macronisme. C'est-à-dire que d'abord, on a une rectrice d'académie, qui a été nommée là parce qu'elle est amie d'Emmanuel Macron. Elle a été nommée là grâce à un passe-droit juridique, c'est-à-dire qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être rectrice. Elle a déjà officié dans l'affaire Paty, on y reviendra peut-être. Et sûrement. Là, cette fois-ci, ses services, je dis ses services parce que j'ai vu la fameuse lettre que Gabriel Attal qualifie de honteux. Moi, je la qualifie d'infecte, cette lettre. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a signé ou elle qui l'a demandé, peu importe. Ce sont ses services qui l'ont envoyé. Et dans cette lettre, des malheureux parents qui essayent de trouver une réponse, une solution, qui essayent de protéger leur enfant, ont été traités, mais pire que tout, quoi. C'est-à-dire qu'on les a menacés, tout simplement, et on a fait du chantage avec eux. On va peut-être revenir sur les détails juridiques de ce courrier, et moyennant quoi, résultat, eh bien, le pauvre adolescent de 15 ans s'est suicidé. C'est dramatique, mais c'est aussi constitutif d'une série d'infractions. Il y a eu de la menace, il y a eu du chantage, c'est-à-dire qu'on a dit aux parents qui essayaient un petit peu de faire intervenir l'administration, on a dit aux parents, si vous insistez, on va déposer plainte contre vous pour dénonciation calomnieuse, ce qui au plan juridique est une imbécilité, et une imbécilité, mais qui fait peur. C'est-à-dire qu'ils ont dans le courrier mis le texte de l'article du Code pénal, avec les peines qui sont considérables, dès lors que cette dénonciation calomnieuse est établie. Elle ne pouvait pas être établie dans la circonstance. Et à mon avis,
Si vous voulez, pour pouvoir être poursuivi et condamné pour dénonciation calomnieuse, il faut avoir dénoncé quelqu'un. Et au moment de cette dénonciation, il faut qu'on établisse que vous saviez que ce que vous dénonciez n'était pas factuellement établi. C'est-à-dire que vous mentiez, tout simplement, et que vous l'avez fait avec une intention de nuire. Écoutez, j'ai une longue carrière d'avocat, je n'ai jamais connu de condamnation. J'ai connu des procédures, je n'ai jamais connu de condamnation pour dénonciation calomnieuse. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait en plus? On dit, si vous continuez, on va déposer plainte contre vous. Imaginez-vous les parents quand ils reçoivent ça. Hein, mais en plus, pour défendre l'administration, pour vous poursuivre, hein, l'État prendra en charge les honoraires d'avocat de la plainte. Comment voulez-vous que les parents ne soient pas atterrés et surtout intimidés par ça? Donc, bien sûr. je suis tout à fait désolé. C'est l'objectif. C'est la première chose. Mais ensuite, il y a la non-assistance à personne en danger. Oui. Non-assistance à personne en danger, l'article du Code, il est très clair. Hein, 226-1 du Code pénal, l'infraction est constituée. Le fait de refuser d'intervenir et au contraire de menacer les parents est constitutif de cette infraction. Comme d'ailleurs, parce que Madame Avenel est une récidiviste, elle était rectrice, donc la rectrice, la rectrice de l'affaire Paty, hein, eh bien, au moment de cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? On a, alors qu'il demandait de la protection, il a demandé à être protégé, il était menacé de mort, tout simplement. Eh bien, on l'a convoqué à une réunion pour lui apprendre ce qu'était la laïcité, qu'il ne semblait pas bien maîtriser. Là, vous parlez de l'affaire Samuel Paty. Oui, je parle de l'affaire Samuel Paty, et donc, plutôt que de le protéger, on lui a dit qu'il ne comprenait rien à la laïcité, tout simplement. Eh bien, il y a eu une plainte qui a été déposée pour non-assistance à personne en danger par des membres de la famille. Cette plainte dort paisiblement dans les cartons du parquet. Il n'y a même pas eu un juge d'instruction qui a été désigné. Cette façon d'opérer ces deux affaires racontent le macronisme. Dénomination de copinage, des comportements refusant d'intervenir et de faire son devoir, et enfin, concernant cette personne, comme par hasard, elle n'est plus rectrice, et savez-vous pourquoi elle n'est plus rectrice? Elle est partie dans le privé. Non, Clémence, elle est partie pantouflée. Hein, c'est-à-dire que la haute fonction publique d'État du macronisme, c'est une haute fonction publique qui a été formée grâce aux impôts que nous payons tous, hein, et lorsqu'ils ont leur diplôme, lorsqu'ils sortent de l'ENA, ils passent quelques années dans la fonction publique, hein, histoire de se constituer un carnet d'adresses, et ensuite on va battre monnaie avec ce carnet d'adresses dans le privé. Et elle est devenue directrice générale d'un des premiers groupes d'enseignement privé. Oui. Hein, donc, en ayant reçu, il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, une légion d'honneur au passage. Donc Non, elle a reçu le mérite. Le mérite, oui. Elle a reçu le mérite que M. Macron est arrivé en disant « Oh là là, il y a trop de décorations qui sont données. Hein, » Il en donne moins peut-être, mais il n'en donne qu'à ses amis. Non, cette affaire, alors quand on sait qu'en plus il y a 2 morts, hein, je constate une fois de plus que la justice, après l'affaire de Versailles, ne bouge toujours pas, n'a pas bougé. Hein. Il n'y a pas eu de juge d'instruction. On continue à faire des enquêtes au sein du parquet parce que c'est le meilleur moyen de les étouffer. Alors, voilà. Je vais me tourner vers Alexandre Langlois qui connaît bien également cette affaire justement qui concerne Versailles. Alexandre Langlois, puisque vous avez travaillé, c'était vos équipes qui travaillaient sur notamment l'affaire de Samuel Paty. Exactement, oui. Effectivement, à cette époque-là, ça avait un peu ébranlé tous les services de police parce que cette mort aurait pu être évitée, par exemple pour Samuel Paty. Donc en fait, on va reprendre ce qui s'était passé, et c'est ça le drame, c'est que en fait c'est ce qu'on vit de façon, et c'est le lien avec l'actualité, c'est la bureaucratie française, le copinage, surtout pas de vagues, et chacun qui veut protéger son fauteuil, sa carrière, plutôt que de protéger l'intérêt général et la population pour lesquelles normalement ils sont payés. Donc du coup pour l'affaire Samuel Paty, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel Paty, les services de renseignement ont été alertés de ce qui s'était passé dans l'établissement. Donc il y a eu une réunion, effectivement, où il y a eu un rappel à l'ordre, et là, on était sur un problème de laïcité, pas sur un problème à ce moment-là, de salafisme et de terrorisme possible. Donc ça veut dire que c'est pas les mêmes groupes de renseignement qui interviennent.
Il y a des équipes qui sont dédiées aux mouvements sociaux. Donc là, on était plutôt sur une contestation de parents d'élèves qui n'étaient pas contents de la façon dont la laïcité était enseignée. Et il y a des groupes qui travaillent plutôt sur le prosélytisme religieux et toutes les dérives qui peuvent y faire, qui sont connexes, pardon. Résultat des courses, il y a deuxième chose aussi, c'est que l'administration travaille en tuyau. C'est que chaque service veut garder ses informations, veut ses décorations, veut tout. Ce qui veut dire que les personnes dans l'histoire de Samuel Paty étaient fichées. C'est-à-dire étaient recherchés, surveillés par les services de police, mais pas par les services du 78. Ils étaient fichés soit dans les lieux d'habitation, donc dans les départements limitrophes, soit à la préfecture de police également. Donc, quand les notes de renseignement sont parties dans les autres services, ça monte, et le temps que ça redescende, du coup, Samuel Paty avait été abattu par le terroriste. La deuxième chose également, c'est que quand ces services ont vu les choses, ont vu les noms des personnes présentes à la réunion, il y aurait dû avoir un tilt en se disant, attendez, c'est pas des simples parents d'élèves, c'est des gens qui sont connus de nos services, qu'on suit, voilà ce qui se passe. Il n'y a eu aucun coup de téléphone des services connexes. À côté de ça, l'administration avait voulu travailler avec de plus d'efficacité. Donc, ils avaient créé une nouvelle strate au millefeuille administratif avec un service de coordination nationale du renseignement qui était dirigé par Monsieur Nunez, qui sa réaction à l'époque avait été « Ah, j'ai pas été informé ». Ce qui prouve que quand on rajoute des couches sur des couches sur des couches, finalement, à part diluer l'information et l'efficacité des services, on n'arrive à pas grand-chose. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc ça, c'était dirigé par une cellule pilotée, ce que Emmanuel Macron avait dit, je veux que ce soit piloté quasiment par l'Élysée. Voilà, résultat, 0, un mort. Au niveau de l'efficacité, 0, au niveau du drame, un mort. Donc au final, tout ça s'est engendré. Et derrière, après, les choses encore plus abjectes, c'est ce qui s'est passé, c'est que personne ne voulait être responsable. Donc le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation se renvoyaient la balle, c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Plutôt que d'accompagner la famille, plutôt de faire des explications. Et derrière, récupération politique parce que tout le monde se souviendra qu'il y a eu des commémorations à la mort de Samuel Paty avec des discours officiels qui reprenaient entre guillemets une lettre de Jean Jaurès, une lettre aux instituteurs. Mais cette lettre avait été caviardée, c'est-à-dire qu'en fait, en plus, et le caviardé le passage de l'autonomie des professeurs, on l'avait supprimé. Et la deuxième chose, on avait transformé fierté et tendresse par fermeté et tendresse. Donc en plus, on se sert de drame pour faire de la propagande politique dans un objectif tout à fait autre. Et avec d'ailleurs, chose assez amusante, l'éducation nationale s'était défendue à l'époque en disant non, c'est pas vrai. Et maintenant, quand on recherche la lettre qui a été lue en mémoire de Samuel Paty, c'est erreur 404 sur le site de l'éducation nationale. Il ne l'assume pas jusqu'au bout. Et en fait, c'est une procédé plus large de la Macronie, c'est de reprendre des documents historiques, de les caviarder pour faire passer un message. C'est ce qui est arrivé également au moment des 50 ans de mai 68. Ils avaient caviardé la lettre du préfet Grimaud qui disait qu'il ne fallait pas taper un manifestant à terre. Je rappelle qu'à ce moment-là, nous étions en plein mouvement Gilets jaunes et qu'effectivement, tous les passages qui pouvaient dire « faites preuve un petit peu de civilité et faites votre travail », en respectant les règles sans faire d'exagération et d'excès, ça va été supprimé. Et même chose, aucune réponse de la préfecture de police. Pourquoi vous avez caviardé ce document? Et en plus, eux, ils l'avaient présenté comme si c'était du vieux papier, donc on ne pouvait pas voir que c'était ça. Ensuite, pour faire le lien avec l'actualité, donc effectivement, on a eu cette rectrice qui a été nommée par copinage, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est ce que disait aussi Jean Jaurès dans sa lettre de Samuel Paty, un autre passage qui a été supprimé, c'est ne transformez pas vos élèves en bêtes de concours. C'est-à-dire que les notes, c'est important, mais l'important, c'est qu'ils soient instruits. Et aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes, c'est des gens qui ont reçu des brillants concours, mais pour autant, est-ce qu'ils ont une éducation? Est-ce qu'ils savent faire les choses? Est-ce qu'ils ont une connaissance pratique des sujets? A priori, non, comme on peut le constater ici. Ils ont sûrement des connaissances et des choses méritantes, mais on ne peut pas les nommer à n'importe quel poste sans expérience et sans connaissance du sujet. C'est pas parce qu'on a réussi l'ENA qu'on est bon à être partout. Voilà. Et donc, au final, sur l'histoire d'aujourd'hui, on a eu l'intervention de la police. Donc là, je repasse sur les affaires d'harcèlement. Sur Alfortville, oui. Par exemple, la police qui est intervenue dans l'école. C'est là on voit la disproportion des moyens. Est-ce que ce jeune nécessitait l'envoi de 5 policiers dans l'école, dont 3 qui sont venus l'interpeller et qui lui ont mis les menottes? Je veux dire, on parle d'un collégien. Non, il y a des moyens quand même qui sont plus, dignes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va faire l'enquête. C'est-à-dire que déjà, il est présumé coupable, ce qui est a priori, vu les éléments, oui. Mais il est coupable, oui. Mais en tous les cas, il y a la présomption d'innocence qui doit être préservée. On doit pouvoir l'emmener dignement. Est-ce qu'il était nécessaire de l'humilier devant tous ses camarades de classe? Donc en fait, on est sur une réponse politique. Communication, oui. De communication, exactement. Gabriel Attal venait d'annoncer un électrochoc, et voilà, l'électrochoc, il était là. Les policiers dans l'école, ça fait électrochoc pour tout le monde. Oui, mais enfin, ça règle aucun problème, en fait. C'est pas parce qu'on fait une opération de communication. Je rappelle que le harcèlement scolaire et notamment le cyberharcèlement est une priorité du quinquennat 2023-2024 et même chaperonné par Madame Brigitte Macron.
Le résultat est qu'il n'est pas exceptionnel. Déjà, à chaque fois qu'on se met des priorités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du reste. Et là, ça veut dire que du coup, il y a quand même des morts qui arrivent, des gens qui ne sont pas protégés. Et là, on fait un coup de com'. C'est-à-dire que là, toutes les caméras vont se tourner là. D'une façon, en plus, les policiers peuvent intervenir. Mais est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne pense pas de faire un calme, de la sérénité. Je rappelle également qu'il est possible de déplacer les élèves harceleurs d'établissement pour une mesure préventive et pour essayer de les récupérer. Donc il y a plein de choses qui auraient pu être mises en place, mais là on est sur juste, une fois de plus, la police est utilisée à des fins politiques, de communication, et derrière, l'enquête va suivre son cours, mais il y a plein de choses, de crimes et de délits qui sont commis en France, qui ne sont pas résolus en 24 heures, avec autant de moyens policiers. Oui, évidemment. On sent très bien que là, il fallait faire un effet d'image en vous montrant, regardez ce que je fais, je réagis, je suis là, je viens d'arriver, Gabriel Attal a pris la place. Et la dernière petite anecdote, c'est que là, il y a la défense a été de dire, effectivement, il faut qu'on préserve les preuves. Donc, il faut qu'on interpelle immédiatement pour que les preuves ne soient pas supprimées. Je fais un petit parallèle avec l'affaire Benalla, où il a eu toute une nuit complète pour faire déplacer ses affaires. Et là, il y avait moins de précipitation. Donc, je veux dire, c'est une fois de plus, deux poids, deux mesures, l'urgence. Donc là, on parle de harcèlement avec quelqu'un où on pouvait gérer la situation. C'était au début. On a déployé tous les moyens. Et à l'inverse, on a comme a rappelé Régis de Castelnau, des moyens de pression pour qu'on ne résolve pas les problèmes au sein des institutions et des administrations. C'est la question. Alors, je vais me tourner. Oui, allez-y. Clément, je voudrais rajouter quelque chose à ce que Alexandre et moi-même venons de décrire, c'est le macronisme en fonctionnement. C'est la opération de com pour terminer, bravo. Mais on a oublié quelque chose, enfin on n'a pas oublié, à propos de l'affaire Samuel Paty. Oui. Il y a la corruption, c'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire du fonds Marianne. Oui. L'affaire du fonds Marianne où on a utilisé cette affreuse tragédie pour distribuer de l'argent à des copains. Dans un dispositif que j'avais analysé où il y a des infractions à tous les étages. Et que se passe-t-il depuis? Rien. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire, il ne se passe rien. Vous vous rendez compte le caractère mais terrible de l'utilisation qui a été faite pour envoyer de l'argent à des amis. Alors des amis ou alors à des colporteurs du message macroniste, puisque l'idée c'était quand même aussi de financer les fact-checkers, enfin les soi-disant fact-checkers, qui vont vous dire si ce que vous dites est vrai ou pas. Et en fait, dès que vous dites que ce que dit le gouvernement n'est pas vrai, ou alors que vous commencez à être un petit peu dans une information alternative, comme on dit aujourd'hui, vous étiez accusé de... Ce sont des amis du pouvoir, ceux-là. Oui. Je vois très bien à qui vous faites allusion. Ce sont des amis du pouvoir. Donc, jolie leçon de choses du macronisme. Alors, je voudrais revenir justement, puisqu'on est sur cette affaire. En fait, pour nos auditeurs qui peuvent considérer qu'on passe du coq à l'âne, non. Il s'agit ici, alors, en plus c'est la même Académie de Versailles, et de plusieurs messages d'alerte, on va dire, qui ont été envoyés, soit par des familles concernant un harcèlement de leurs enfants, soit par justement un professeur, donc le professeur Samuel Paty, qui a signalé qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et dans tous les cas, finalement, on voit que au lieu de venir écouter le message, l'appel à l'aide en fait de cette famille ou de la femme ou du professeur Samuel Paty, ils sont au contraire, on les rappelle eux à l'ordre en leur disant si vous continuez comme ça, on va porter plainte contre vous. Et Samuel Paty a été rappelé également à l'ordre. C'est cette inversion de valeur également qui est intéressant à analyser, Régis de Castelnau. Et oui, tout à fait. Ça m'a frappé quand je me suis repenché à l'occasion de l'analyse de l'affaire de Versailles, que je me suis penché de Poissy, pardon. Je me suis penché sur Paty, c'est-à-dire que lorsque on interpelle l'autorité, on interpelle l'État qui a les pouvoirs, eh bien, il vous met en accusation. Rappelez-vous la petite Mila. La ministre Belloubet qui est venue sur les plateaux dire mais elle a blasphémé quasiment, elle l'a pas dit en ces termes. C'est extraordinaire cette façon de fonctionner et ce fameux courrier. Alors Gabriel Attal est un politicien rusé, il a compris que c'était inassumable et puis surtout il a voulu lui-même se positionner. Il a peut-être pris des risques. Comme la rectrice était déjà partie, non, mais elle est déjà partie. Finalement, il sait très bien que ça va pas aller plus loin contre elle, donc. Oui, c'est tout à fait possible. Il y a véritablement ce refus de prise en compte, c'est-à-dire que on n'a pas envie, on ne souhaite pas mettre les moyens qu'il faut. Et Alexandre vient de nous dire la désorganisation. Et ça vient compléter cette défaillance de l'État. Je trouve ça assez terrible.
Alors, avec les conséquences, là, on en est à 2 morts quand même, pour Madame Avenel, 2 morts. Alexandre Langlois, à ce sujet, sur cette inversion des valeurs, c'est-à-dire que c'est la personne qui appelle à l'aide finalement qui finit par se faire elle-même rappeler à l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fonctionnement de la Macronie, en fait. Ça avait commencé un petit peu sous les quinquennats précédents, mais là, c'est juste amplifié et sublimé, j'allais dire, dans l'inique et le cynique. C'est qu'on met des pare-feux pour éviter que les institutions puissent être mises en cause. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche plus à comment améliorer l'institution, quelle qu'elle soit, ou la fonction publique. On cherche surtout à qu'il n'y ait pas de vagues. Et toutes les personnes qui pourraient amener des vagues, c'est celles-là qu'on doit contrôler. Et du coup, c'est ça qui pose question. Je vais raconter une anecdote. C'est pour montrer que c'est pas nouveau, mais que ça s'est amplifié. À un moment, j'ai travaillé dans le renseignement à Roissy, et un journaliste voulait faire, à l'époque, avait fait un travail d'enquête pour montrer que l'aéroport était pas très sécurisé. Résultat des courses, la mission n'était pas de savoir comment on peut sécuriser l'aéroport pour éviter ces failles. La question, c'était comment faire pour que ce journaliste ne publie pas son article. Voilà, donc là on est sur la même chose en fait, c'est que on est sur c'est juste amplifié de façon institutionnalisée, c'est que maintenant c'est carrément l'institution qui prend les devants et qui dit on va vous faire taire, c'est de façon officielle, c'est marqué dans des courriers en disant voilà, on assume que il faut pas de vague donc vous allez vous taire. Procédure et en fait il y a contre vous, il y a quelque chose qui est très nuisible dans les textes de la fonction publique, il y a le devoir d'exemplarité. Et le devoir d'exemplarité à qui? C'est-à-dire que si effectivement, on doit être exemplaire par rapport à des valeurs, par rapport à des choses, mais il y a aussi le devoir de loyauté envers l'institution. Mais c'est la loyauté, en fait, pardon, justement, et c'est là où il y a un jeu de juridique, c'est qu'il y a marqué un devoir de loyauté, mais envers l'institution ou envers le public qu'on sert. Et en fait, la chose n'est pas du tout pareille. Et aujourd'hui, l'interprétation de la Macronie, c'est tout ce qui ira contre l'institution, qui ira contre notre politique, tout ce qui nécessitera de demander de mettre des moyens en place. On ne veut pas les mettre, donc on préfère mettre des moyens dans la communication pour cacher tous les manquements et toutes les failles de ce qu'on fait. Et on est sur ce périmètre. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes dans la fonction publique qui sont sanctionnées, qu'on fait taire. Il y a des familles qu'on menace et qu'on a le pouvoir de l'État. Effectivement, c'était facile de menacer des familles. Et donc, en fait, c'est tout un système en fait très autoritaire et très opaque qui se met en place. Et à ce moment-là, c'est compliqué. Donc, quand on pense à la République exemplaire qu'avait promis Emmanuel Macron, on en est loin, je veux dire. On en est loin. Et comme pour rebondir sur ce que disait Régis de Castelnau, effectivement, il y a des fois des commissions d'enquête qui travaillent, qui montrent des choses. Ça est arrivé pour le fonds Marianne, c'est arrivé pour l'affaire Benalla, mais malheureusement derrière, ils peuvent pas aller plus loin. Et c'est au niveau de la justice que ça bloque. Et je rappellerai cette petite phrase d'Emmanuel Macron, c'est les procureurs sont aux ordres du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que normalement, les procureurs sont censés représenter la société, et aujourd'hui, dans l'interprétation macroniste du pouvoir, ça représente l'exécutif, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et après, sur les juges d'instruction, moi, je trouvais que c'était bien d'avoir des juges d'instruction, mais les juges d'instruction, il y en a de moins en moins. Et je rappelle à l'époque aussi qu'ils avaient regardé la carte pour fermer certaines juridictions et certaines choses en fonction d'où les gens votaient Emmanuel Macron ou pas. Donc on est sur quelque chose, une instrumentalisation de la justice qui est complète, et c'est assez dramatique pour l'indépendance des pouvoirs et surtout la garantie des droits des citoyens. J'imagine que la Régis de Castelnau, vous avez beaucoup de choses à dire. Et puis, en effet, revenir... trop de choses. Bon, allez-y. Oui, effectivement, la question de la justice sous Macron, je rappelle quand même que c'est la justice et c'est le parquet national financier qui l'a fait élire quand même. Faut pas oublier ce qui s'est produit avec François Fillon, où dans une procédure d'une célérité extraordinaire, alors que toutes les affaires qui concernent la Macronie, et Dieu sait s'il y en a, Dieu sait s'il y en a, la justice là prend tout son temps. Et Alexandre a raison quand il dit que effectivement, de plus en plus, on passe par ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires, qui sont menées par des magistrats du parquet, des autorités de poursuite, mais on nomme assez difficilement désormais des juges d'instruction qui, eux, sont des juges du siège, donc indépendants et impartiaux. Et donc, cette technique permet l'étouffoir. Qu'il n'y ait pas eu de poursuite pour non-assistance à personne en danger dans l'affaire Paty n'est pas normal, est totalement anormal. Il y a une enquête qui dort, comme par hasard. Mais alors, c'est-à-dire, expliquez-nous juridiquement où on en est, pourquoi elle dort, cette enquête? On en est où, là? Il y a eu 10 membres de la famille de Samuel Paty qui ont déposé une plainte. Bon, quand vous déposez une plainte, vous saisissez le parquet. Le parquet, il a 6 mois pour répondre, et ensuite, vous pouvez déposer ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. Jusqu'à présent,
le parquet n'a pas bougé. Il n'y a eu aucun interrogatoire. Je ne pense pas que Madame Avenel a été convoquée pour répondre à un certain nombre de questions, et ça, ce serait quand même intéressant pour savoir pourquoi la protection sollicitée par Samuel Paty n'a pas été accordée. Donc, oui, il y a une forme de blocage par cette maîtrise qu'a souligné Alexandre. Cette maîtrise, c'est-à-dire que si vous déposez une plainte, c'est le parquet qui va devoir faire l'enquête, poursuivre la procédure judiciaire, et il ne le fait pas. Il ne le fait pas, je crois. Alors, attention, il y a également un déficit de moyens considérable, mais je pense qu'il y a également des choix. Non mais oui, puis là on est quand même en plus sur une affaire qui a fait trembler toute la France, que tout le monde a suivi, donc normalement on sait bien qu'on peut très bien, comme vous dites, avoir des priorités. Celle-ci devrait être la première affaire traitée en fait. Ah non, mais ça, si vous voulez, ensuite, vous avez effectivement le syndicat de la magistrature qui va aller faire des débats à la fête de l'UMA, et qui va interpeller les gens en disant qu'il faut pas parler d'émeutiers, pour les émeutes du début de l'été. Il faut parler de jeunes en révolte, etc. Mais quand il s'agit de mettre en cause ce pouvoir, vous n'avez plus personne. Mais alors là, un petit rappel avant de redonner la parole à Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. C'est toujours perturbant parce que, je le sais, c'est le titre de votre livre, Une justice politique. Clairement, on a une justice politique, mais une justice politique, il me semblait qu'elle avait elle-même ses propres intérêts, pas forcément ceux d'Emmanuel Macron. Ils sont pas forcément toujours d'accord, mais là, elle l'accompagne quand même. Elle le favorise même, Emmanuel Macron. Si vous voulez, faut pas se tromper sur le fonctionnement actuel de la justice en France. C'est une connivence idéologique et politique. Je crois que pour tout un tas de raisons, sociologie, de formation, d'histoire, la justice française a des connivences idéologiques, des connivences politiques avec Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'ils ont favorisé sa candidature en disqualifiant judiciairement dans des conditions que je n'ai jamais vues dans 51 ans de carrière? Eh bien, c'était plus pour se débarrasser de François Fillon sur des bases politiques, parce qu'il était ceci, parce qu'il était soutenu par les catholiques, etc. Mais la conséquence était bien évidemment l'élection d'Emmanuel Macron. Puisqu'il allait se retrouver au deuxième tour contre Marine Le Pen. Donc, ils le savaient quand ils l'ont fait. Bon, il se trouve que j'en parle dans mon livre, je connais tous les protagonistes de la façon dont ça s'est passé. C'était véritablement un choix. Donc, ils ne sont pas aux ordres, mais ils appartiennent à une mouvance idéologique et politique qui a de nombreuses convergences avec lui. Donc, c'est pour ça. Quand on vient dire, ils sont autonomes, ils sont indépendants, je pense, mais ils ne sont pas impartiaux. C'est tout le problème. Parce que je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi M. Thierry Solère n'est toujours pas jugé. Je prends l'exemple parce que lui, il a 13 mises en examen. 13, excusez du peu. Mais des affaires comme ça, on peut en faire des dizaines. M. François Bayrou, ça sortira quand? Alors qu'il a été mis en examen avec un certain nombre de ses camarades de parti. Tous les noms ne me viennent pas à l'esprit, mais ça ne bouge pas. M. Colère, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on va enfin savoir ce qui s'est passé? Donc, non, il y a une volonté qui est une volonté d'étouffoir, tout simplement. Le parquet national financier, il a été créé par François Hollande. Pourquoi? Parce que c'est un parquet qui a une compétence nationale. C'est-à-dire que dès qu'il y a une affaire qui est susceptible de porter sur les problèmes financiers, il est compétent. Donc, il passe son temps à regarder ce qui se passe en France, et si jamais un parquet local, sur la base de la compétence territoriale, se saisit d'une affaire, il va aller la récupérer. C'était ce qui s'était passé à Toulouse pour la campagne électorale de 2012 de François Hollande. Le parquet local avait lancé des enquêtes sur le financement de cette campagne. Le PNF est arrivé en courant, a récupéré le dossier, et celui-ci s'est paisiblement endormi. C'est bien pratique. Je suis très très net dans ce que je dis. Alexandre Langlois, du côté de la police, et moi je voudrais peut-être refaire un petit point aussi sur, puisqu'on parlait de l'affaire Samuel Paty tout à l'heure, à quel moment l'éducation nationale renvoie l'affaire justement à la police? Comment c'est géré ça quand on a une alerte, et ça peut être le même problème pour l'affaire
d'Alfortville. À quel moment, en fait, l'éducation nationale se dit, change de ministère, en fait, et se dit ça dépend plutôt de l'intérieur et de la sécurité et de la police. Ça, c'est au bon vouloir des gens de l'éducation nationale et en fait, à savoir comment ils ont été formés. Et après, à savoir aussi les moyens des services de renseignement qui peuvent aller faire de la prévention dans les différents établissements, dans les différents endroits, dans les différentes associations. Donc à partir de là, s'il y a des liens, personnels, c'est plus facile. Si les gens ne sont pas formés, ils n'ont pas connaissance que entre le dépôt de plainte et rien, il y a des fois les services de renseignement qui peuvent faire justement leur travail pour savoir s'il y a quelque chose matière derrière ou pas, aller plus loin ou rassurer justement, disant nous on a fait notre enquête, le périmètre, c'est des gens qui sont virulents mais qui ne feront pas plus. Là, c'est un problème de formation et de coordination entre les ministères, mais ça fonctionne de plus en plus en tuyau d'orgue. Donc ça veut dire que personne ne veut aller sur le précaré de l'autre et c'est tout le monde dit si vous venez dans mon précaré, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pas aller chez moi, donc j'ai pas envie que vous les trouviez. Et donc c'est là où en fait c'est la complexité, c'est de se dire que d'un côté les gens sur le terrain essayent de créer des ponts pour de l'efficacité, de travailler au service du public, et plus on monte dans les étages, plus on crée de l'opacité et chacun dans son coin pour que comme ça tu cherches pas ce qu'il y a chez moi qui va pas et je regarde pas chez toi ce qui va pas, et comme ça tout va bien pour notre carrière. Donc en fait il y a des intérêts contradictoires en fonction des niveaux hiérarchiques et des niveaux d'engagement entre savoir si c'est un service l'engagement au nom de la République ou un service au nom de sa carrière et de ses amis. Donc c'est là la difficulté. Donc il n'y a pas de règle générale. La règle générale, ce qui devrait fonctionner normalement si on était dans un régime parfait d'organisation, c'est que les services de renseignement connaissent toutes les personnes, les responsables et les proviseurs d'établissement, qui s'il y a un souci, ils puissent les appeler personnellement, et qu'après les services de renseignement aient les moyens de regarder et de travailler ensemble pour justement faire les environnements des personnes qui peuvent poser des difficultés. Donc ça, c'est le monde idéal. Et donc si on revient dans le concret, Samuel Paty, finalement, l'affaire est restée trop longtemps, selon vous, dans les mains de l'éducation nationale avant de revenir justement dans les mains du renseignement ou le renseignement déjà, elle a été mal qualifiée. Elle a été mal qualifiée. Ça a été d'abord posé par l'éducation nationale comme un problème de parents d'élèves. Donc un problème social de manifestation, de risque à manifestation sur la voie publique. Donc on n'était pas du tout sur du prosélytisme, et du coup c'est pas les mêmes services de renseignement. Donc déjà mauvaise qualification, donc mauvaise direction pour les services de renseignement. Les services de renseignement ont travaillé en disant au niveau de la manifestation, s'ils se rassemblent, ils seront 15, ça fera pas de débordement sur la voie publique. Donc l'orientation de départ n'était pas la bonne. La deuxième chose ensuite, c'est quand il y a des noms qui sortent dans des notes de renseignement, parce que les noms étaient marqués des participants, comme ils n'étaient pas suivis par les services, par exemple des Yvelines pour Samuel Paty, les autres services auraient dû être directement alertés. Mais il y a tellement un système bureaucratique qui fait que ça monte dans les étages, dans les directions, ça redescend. Qu'est-ce qu'on leur donne? Parce que c'est quand même nos notes, et si jamais ils en font quelque chose, c'est eux qui ont les lauriers et pas nous. Du coup, il n'y a jamais eu de retour, et ce qui arrive donc justement à des drames. Donc il y a toute cette coordination. J'en parle, la Macronie en avait conscience puisqu'ils ont créé un millefeuille supplémentaire qui est encore plus incompétent et imbuvable qu'avant. Donc voilà, donc à partir de là, c'est toute cette bureaucratie indigeste qui n'a qu'un seul but au final, c'est protéger la carrière des hauts responsables et pas du tout une efficacité de terrain. Et d'ailleurs, on change de priorité tous les 15 jours ou tous les 4 matins en fonction de l'actualité. Donc il n'y a aucun suivi sur la durée. Donc derrière, on fait un petit peu ce qu'on veut et surtout comme on peut. Et dernière chose aussi, donc là je dépasse le cadre de la police, mais c'est pour montrer comment la vision du contrôle de la fonction publique est vue par la Macronie. Dans la police est contrôlée par l'IGPN, donc la police qui se contrôle elle-même, ce qui pose quelques problèmes d'opacité et d'indépendance au niveau des enquêtes. Mais du coup, dans l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a dupliqué le système pour avoir un contrôle interne de l'éducation nationale sous sa tutelle. C'est-à-dire que même chose, donc si jamais avant il y avait quelque chose d'un peu plus impartial, et pour éviter tout débordement et pouvoir faire des pressions disciplinaire sur les agents, il a mis la section donc disciplinaire sur un modèle d'enquête de l'IGPN, ce qui facilite les rouages. Donc en fait, on est en train de détendre quelque chose qui est critiqué au niveau européen à de plus en plus d'administration. Donc en fait, on prend la direction la plus mauvaise. Que je rappelle par exemple pour l'IGPN, il y a un code éthique de police européen qui précise que pour des raisons évidentes de transparence, même si les organes de la police enquêtent sur elles-mêmes, il y aura toujours une suspicion et un doute. Est-ce qu'elle a enquêté honnêtement ou pas, vu qu'elle enquête sur elle-même et que des intérêts sont à prévoir. D'ailleurs, ça, on peut le voir dans plusieurs affaires. Je vais reprendre l'affaire Benalla pour donner quelques exemples. L'affaire Benalla, pas l'affaire Benalla, pardon. L'affaire Nantes, à la fête de la musique. J'ai oublié le nom de ce jeune qui est mort dans la Loire. Et donc, ce qui s'est passé, les conclusions de l'enquête IGPN, c'était circulé, il n'y a rien à voir. Les conclusions de l'enquête judiciaire n'étaient pas les mêmes. Il y avait quelques petites difficultés et dysfonctionnements au niveau de l'organisation. Voilà, et notamment le chef des CRS qui n'avait
pas été écoutés, pourtant professionnels du maintien de l'ordre sur la zone. Donc en fait, il y a ce côté de, on veut cacher les choses, on va mettre des enquêtes administratives, on veut tout contrôler, et voilà. Donc au bout d'un moment, on étouffe les gens, on étouffe les enquêtes, et on ne résout pas les problèmes. Voilà. Et petite anecdote, donc ça marche pour la police, je sais pas si dans les autres administrations ça marche pareil, mais quand un chef de service fait une note de service, il marque à chaque fois « Veuillez me faire remonter tout dysfonctionnement dans l'application de la présente note ». Ce qui veut dire en clair, si jamais ça ne marche pas, c'est de votre faute, et si vous ne me dites rien, c'est que tout va bien. C'est-à-dire en fait, il y a quelque chose qui, de base, protège le chef de service, qui n'ira pas vérifier si ce qu'il a mis en place ne marche ou marche pas. Si jamais on lui remonte rien, c'est-à-dire que tout va bien. Et si on lui remonte quelque chose, c'est que quelqu'un n'a pas fait son travail correctement, mais sûrement pas lui. C'est l'inverse du système britannique où, justement, les chefs de service vont vérifier si ça marche ou pas. Il y a des retours d'expérience et on améliore les choses. Oui. Là, l'objectif, c'est de laisser tranquille les carrières des hauts dirigeants de l'administration. Ouais, c'est ça. Enfin, continuer de croire à votre utopie, ou en tout cas de faire croire qu'on y croit. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, Régis de Castelnau, peut-être un dernier mot justement sur ce fonctionnement qui ne permet pas d'améliorer les choses, que ce soit au niveau de l'administration policière, on a vu l'éducation, et puis même, vous abordez la question de la justice, et qui finalement noie complètement le poisson dans l'eau. C'est quand même très inquiétant, parce qu'en fait, on est en train tous finalement d'être emmenés dans un système qui est corruptible, ça c'est sûr, peut-être déjà corrompu, et puis qui n'arrive pas aujourd'hui à protéger les gens. Enfin, on le voit avec l'affaire Samuel Paty, on le voit avec toutes ces victimes de harcèlement, et on va le voir sur plein d'autres phénomènes. Alexandre a pointé un certain nombre d'éléments qui témoignent de la crise de l'État, la crise de l'exercice de l'action publique. Je dois dire que bon, c'est assez terrifiant. D'un certain point de vue. Quand on prend le schéma global, oui, c'est vrai que ça peut être assez terrifiant. Et dès lors que ça porte sur des questions, comme l'affaire Paty ou l'affaire de Poissy, c'est quand même très très inquiétant. Alors il y a la question du fonctionnement, de la hiérarchie, mais il y a bien évidemment la question du déficit de moyens. C'est-à-dire que l'État néolibéral, c'est le rôle de l'État et n'est pas d'assumer ses grandes fonctions régaliennes, il est plus de permettre un fonctionnement de l'économie favorable à certains grands intérêts. Enfin, ça, c'est ma position. Ce que je vois concernant la justice dans l'affaire Samuel Paty, tout ce que vient de nous expliquer Alexandre, qui est passionnant et qui est très important. Une procédure judiciaire faite normalement aurait permis justement de pointer. Ça sert aussi à ça, la justice, à sanctionner les actes qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Là, il y en avait. Il y avait l'assistance à personne en danger. Oui. C'est moins. Je veux pas la mort du pécheur. C'est pas ça. Je veux la sanction. Ça c'est clair, parce que il faut que les fautes elles soient sanctionnées, mais et l'amélioration aussi, surtout. Oui. Et voilà, je veux aussi la justice, elle a ce travail à faire de décodage, qui est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'elle doit se passer. Vous savez, les audiences sont publiques, elle doit se passer sous le regard du peuple. Et là, naturellement, c'est devenu un étouffoir. Et malheureusement, je crois que l'affaire de Poissy n'ira nulle part au plan judiciaire. Je prends les paris, je prends mes responsabilités, je crois que ça n'ira nulle part. De la même façon que dans l'affaire Paty, ce sont ceux qui ont organisé la chasse à Samuel Paty et qui ont provoqué directement la tragédie, mais pas ceux qui ne l'ont pas empêché. Oui, exactement. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. On est en record d'audience, je tiens à le signaler. Donc, merci beaucoup à vous deux, chers chroniqueurs, parce que visiblement, tout le monde vous apprécie votre discours. Et puis, merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez, les petits cœurs, les pouces vers le haut. C'est très beau pour le référencement de Tocsin. On en a besoin aussi pour se faire connaître. Donc, merci à vous tous et merci à mes deux chroniqueurs préférés. On vous retrouve la semaine prochaine. On analysera d'autres situations. On continuera d'essayer de trouver des solutions aussi. C'est évidemment l'objectif de Tocsin. Merci Alexandre Langlois, Régis de Castelnau.